Plus jeune, j'aurais aimé être romancier, inventer des histoires, inventer des personnages. Mais malheureusement, je n'ai pas ce talent. Par contre, je peux vous présenter quelqu'un qui a à son actif près de 100 romans, Madame Martine Latulippe. Et peut-être qu'elle pourra nous donner quelques conseils, quelques trucs pour être une bonne romancière. Madame Latulippe habite l'Ange Gardien. En tout premier lieu, comment est venu le déclic pour devenir romancière? Comment ça a débuté de ce côté-là? Je me suis mis à écrire beaucoup je dirais, par timidité et par admiration. OK. Ah Je oui? m'explique. Quand OK. j'étais petite au primaire, tout ça, j'étais assez timide. Je parlais pas beaucoup pendant que les autres allaient jouer. J'aimais bien lire. Je passais beaucoup de temps à lire. J'avais toujours un livre. Et à force de lire les livres des autres auteurs, je trouvais ça tellement magique, ce que les auteurs me faisaient vivre, tellement fascinant. C'est comme si il y a des livres que je lisais qui avaient l'air de s'adresser à moi seulement, ou pendant que tu lis, tu as des problèmes, tu oublies tout ça, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Je trouvais ça tellement magique que j'ai eu envie d'essayer d'écrire moi aussi. Donc, j'ai commencé à écrire des débuts de romans, des poèmes, toutes sortes de choses que j'écrivais au primaire. J'essayais même de faire de la BD. Je dessine très mal, mais j'essayais quand même. Donc, c'est vraiment venu par l'admiration des auteurs, de ce que les livres me faisaient lire, et par timidité, puisque comme je parlais pas beaucoup, c'était bien plus facile pour moi d'écrire. Fait que j'ai commencé à écrire au primaire là, juste pour le plaisir, mais évidemment, ça a été à 24 ans avant que je publie là, un premier roman. Mais pendant toute mon adolescence, c'est quelque chose qui était très présent dans ma vie. Par la suite, donc, comme vous dites, à l'adolescence, est-ce qu'il y a une formation particulière au niveau pour devenir romancière à ce moment-là? En fait, c'est pas obligatoire, hein. Il y a pas, on n'a pas à suivre des études pour devenir romancier, mais on peut. Évidemment, il y a des cours en création. Moi, j'ai étudié en littérature parce que c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus. Depuis que j'étais toute petite, que je rêvais d'être auteur, je savais pas si j'y arriverais. On me disait beaucoup à l'école, c'est difficile de vivre de ça, tu sais, c'est peut-être mieux d'avoir un plan B. J'ai persévéré. J'ai publié mon premier livre à 24 ans, premier roman jeunesse par la suite. 24 ans, c'est un roman adulte, premier roman jeunesse. Et maintenant, ben, j'en ai 49, donc ça fait 25 ans que je fais ce métier-là. OK. C'est mon seul métier. Depuis une quinzaine d'années, j'ai réussi à vivre de l'écriture seulement. Donc, c'est vraiment, c'était ma passion et j'ai la grande chance d'en vivre. C'est vraiment devenu mon métier premier, avec évidemment les rencontres dans les écoles, les rencontres scolaires. Mais donc, j'ai fait un baccalauréat à l'Université Laval en études littéraires françaises et j'ai fait une maîtrise où là, je comparais l'écriture des femmes en Afrique noire avec l'écriture des femmes au Québec. OK. Donc, ce n'était pas nécessairement lié à la création, à la fiction. C'était vraiment des sujets qui m'intéressaient. Mais parallèlement à ça, j'écrivais des nouvelles, je publiais dans différentes revues, j'ai toujours continué à écrire. Et le côté jeunesse est venu presque par hasard, je dirais. Ah ouais? C'est une de mes nièces, Roxane, qui dormait souvent chez moi à l'époque, puis je lui racontais des histoires. Puis un soir, Roxane me dit, « Ma tante, j'aime ça quand tu me racontes des histoires. Quand je m'en vais de chez toi, j'en ai plus. Voudrais-tu m'en écrire une? » Fait que j'ai écrit une histoire. C'est devenu mon OK. premier roman jeunesse. Ah oui, Simon l'espion. on peut dire que c'était le premier déclic? Tout à fait. Ah oui. C'était pas étonnant parce que j'avais toujours travaillé dans des camps de vacances avec des jeunes, donc j'inventais déjà beaucoup d'histoires, des personnages. Tu sais, j'étais beaucoup dans ce monde-là déjà, mais je m'étais jamais dit, moi, je vais être auteur jeunesse. C'était pas nécessairement... Je savais que j'allais écrire, en tout cas que je voulais écrire, mais je n'avais pas pensé au côté jeunesse. C'est venu un peu par la force des choses et j'ai tellement eu de plaisir. Comme je vous disais, le premier roman, c'était pour adultes. Le deuxième, jeunesse. Depuis ce temps-là, ah oui. 80 romans jeunesse, un autre livre pour adultes. Vous parliez tantôt justement dans les camps de vacances et tout ça. Est-ce qu'il y a eu des idées que vous avez été capable de récupérer pour des romans à ce moment-là? J'ai beaucoup de romans, c'est drôle, que j'ai écrits qui se passent dans des camps de vacances dont les personnages sont soit moniteurs, soit campeurs. La bande des quatre, la clique du camp, que j'ai écrit avec 3 de mes amis, qui se passe complètement dans des camps de vacances. Les légendes, j'ai beaucoup de séries sur les légendes aussi. Ça me vient beaucoup des camps parce que le soir, j'amenais mes campeurs sur la grève puis je leur racontais des légendes. Ah oui? Je me suis rendu compte de 2 choses. D'abord, ça les fascinait. Ils en voulaient toujours plus, ils voulaient toujours d'autres légendes. Et deuxièmement, ils ne connaissaient pas les personnages de légende que je leur présentais. Je leur parlais de la Corriveau, des Feux Follets, de Joe Montferrand, ils ne savaient pas c'était qui. Et je m'étais promis à cette époque-là que si un jour je réussissais à publier, je ferais quelque chose sur les légendes parce que si on ne les raconte pas, ça va finir par disparaître, on va finir par les oublier. Donc, je m'étais promis à l'époque que je ferais une série, en fait, je m'étais promis un livre. Finalement, c'est devenu une série, la série Julie, sur les légendes du Québec. Mais ça, c'est venu beaucoup des camps de vacances.
vous les avez adaptés à votre manière à ce moment-là, les légendes, parce qu'ils existent depuis quand même un certain temps. Donc, Ouais. vous avez adapté. De quelle manière vous avez fait? Vous avez ajouté des éléments particuliers? Expliquez-nous un petit peu. Oui, en fait, j'ai 2 projets qui reposent sur les légendes. Le premier, c'est celui que j'ai commencé à le publier il y a presque 20 ans, je crois. Ça s'appelle Julie. Donc, Julie les légendes chez Québec Amérique. C'est 10 romans différents dans lesquels il y a une jeune fille, Julie, dont l'oncle il est ethnologue. Stéphane, il fait le tour du Québec, il ramasse différentes versions des légendes, et dans chacun des romans, il lui raconte une légende qu'il a apprise. OK. Et elle a beaucoup d'imagination. Donc, chaque fois, elle pense qu'il y a quelqu'un autour de chez elle qui est le personnage de la légende. Dans le premier livre, elle est convaincue que son voisin d'en face est un loup-garou. Il sort de Ah, chez lui tous les soirs à minuit, sa barbe pousse vite, il y a un drôle de comportement. Dans le deuxième livre, la bibliothécaire, c'est la Corriveau. On n'a pas revu ses 7 derniers amoureux sur de ça. Troisième livre, je raconte la danse diabolique. Il y a toujours un parallèle. Dans le fond, je prends une légende, mais c'est actualisé. Ça se passe OK. aujourd'hui avec un personnage qui ressemble au jeune lecteur. À la fin de ces 10 livres-là, mon éditeur a regroupé ça dans un gros recueil, Julie les légendes, donc ils ont fait un gros livre avec ça. Et il y a un éditeur français qui m'a contacté, qui s'appelle Ozu, et eux, ils m'ont demandé de publier des livres dans lesquels je raconte seulement la légende. Donc Ah, ça, c'est OK. pas actualisé, là, c'est vraiment les légendes du Québec. OK. Il y a une quinzaine de livres déjà qui sont parus. Bonhomme 7 heures, les classiques, hein, Oui, La oui, Dame oui. Blanche, Joe Montferrand, justement. OK. Et là, vraiment, c'est très illustré, beaucoup plus illustré que ce que je faisais avec Julie, où on était plus dans les romans, lecteurs un petit peu plus vieux. Donc, la série pour Ozu continue, c'est encore d'actualité, là, avec beaucoup, beaucoup d'illustrations, que les légendes du Québec. Ah, c'est bien. Donc là, à ce moment-là, ça a dû arriver à concilier travail-famille. Comment ça s'est fait à ce moment-là avec de jeunes enfants, quand même continuer à créer, préparer les livres? Comment vous avez fait ça à ce moment-là? En fait, quand j'ai publié mes premiers livres, les 2 premiers, j'avais pas encore d'enfants. Après ça, OK. j'ai eu 2 filles, OK. 2 qui sont rendues grandes maintenant, 2 OK. grandes filles. C'est très inspirant, hein, pour une auteure qui écrit jeunesse. C'est incroyable. Je veux dire, tu sais, on inventait des jeux ensemble, puis je me disais: «Ah, ça serait bon pour une histoire». Les filles arrivaient de l'école, au primaire, elles me racontaient de quoi qui était arrivé. Je me disais: «Mais oui, mais c'est incroyable, mon personnage pourrait faire ça». Donc, c'est très inspirant, OK. tellement que des fois, ça me fait un peu peur parce que je me dis: «Moi, je vieillis, mon personnage a 7 ou 8 ans dans mon livre, ou 13, 14 ans. C'est de plus en plus loin de moi, ces personnages-là». OK. Et je me reposais beaucoup sur ce que mes filles me racontaient. Ah, OK. Là, maintenant, elles sont rendues trop vieilles, trop grandes pour ça. Oui, oui. Heureusement, j'ai la chance d'aller beaucoup dans les écoles, donc j'ai encore OK. cette inspiration-là. Mais c'est vrai OK. que le fait d'être maman, c'était plutôt un avantage pour OK. quelqu'un qui écrit en littérature OK. jeunesse. En plus, j'ai le même genre d'horaire qu'un enseignant parce que je fais des rencontres scolaires pendant l'année, OK. mais j'avais toutes mes vacances avec les filles, les vacances, la relâche, l'été, les fêtes, donc ça, c'était très agréable aussi. OK. Et l'imagination des jeunes, leur oui. enthousiasme, tu sais, c'est sûr que ça contamine un petit peu. J'avais même fait une série sur les filles qui s'appelle Chloé et Mélina, c'est les vrais noms Ah oui, les des vrais noms? filles. OK. J'ai fait 3 livres avec les vrais personnages, mes nièces aussi que j'ai OK. utilisées. Donc Ah, ça, c'était comme un cadeau que je me faisais. Là, je trouvais que c'était le fun, tu sais, ce souvenir-là, là, de me dire, plus tard, les filles vont savoir que c'est directement inspiré d'elles. Donc, ça a été vraiment très... ouais, je dirais que ça nourrissait plutôt OK. là, la création. Parfait. Et là, comme vous dites, vous avez la chance d'aller dans les écoles. Avec la pandémie, on a à s'ajuster, mais je pense que vous avez recommencé à rencontrer les jeunes. Donc, comme vous dites, c'est le lien qui vous garde dans ces âges-là, 9, 10, 11 ans, pour vous inspirer. C'est bien ça? Oui, c'est incroyable. Les rencontres que je fais dans les écoles, j'en fais de maternelle à 2e secondaire. Donc, je couvre large. C'est très agréable parce que j'ai pas l'impression de faire toujours la même rencontre. Tu sais, une journée, je vais être avec des 2e années. Après, pendant 3 jours, je rencontre des premières secondaires. Évidemment, je parle pas des mêmes livres, je fais pas la même Oui. animation. Donc, j'ai pas l'impression de répéter toujours la même chose, de faire toujours la même rencontre. Et quand je vais dans les écoles, je me rends compte, qu'est-ce qui les fait réagir? Quel personnage ils aiment? Ils vont me poser des questions en me disant: «Hey, est-ce que tel personnage va revenir dans Marie-P, la détective? On aime son petit frère». Ça inspire beaucoup. Donc, je pense que ça rend le métier très accessible pour les jeunes qui reçoivent un auteur. Ils font: «Ah oui, c'est un vrai travail, être illustrateur aussi». Tu sais, ça rend ça très concret. Mais même comme artiste, comme auteur, ça nourrit beaucoup aussi de rencontrer les jeunes dans les écoles. OK. On voit, ça nous garde branchés sur ce qu'ils vivent aujourd'hui, sur ce qui les fait réagir. Évidemment, moi, quand j'allais à l'école au primaire, c'était très différent de ce que c'est aujourd'hui. Ça me permet de voir ça. Oui.
Et ben, c'est ça me permet de voir les sujets qui vont les intéresser un peu plus. Moi, en tout cas, je m'en passerais pas, là. J'aurais beaucoup de mal à écrire pour cette clientèle-là sans jamais les rencontrer. Là, au printemps, évidemment, toutes les rencontres avaient été annulées. Là, je viens de recommencer. On croise les doigts pour que l'année scolaire se passe bien. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime. J'arrive là, les jeunes viennent me voir, ils ont des étoiles dans les yeux. Je vais dans les salons du livre. Après, ils reviennent me voir. C'est trop craquant, là. Des fois, il y a un petit gars qui vient me voir à un moment donné au Salon du livre de Québec, qui est avec ses parents. Puis il me dit, ben Martine, je voulais te présenter mes parents. On est rendu oui. là dans notre relation. C'est quelque chose. Et eux autres, on passe Hein? 1 heure ensemble en classe, mais eux autres ont lu mes livres. Quand C'est j'arrive ça. là, ils ont l'impression qu'ils me connaissent bien Ben oui. déjà. Il y a un vrai lien OK. qui s'établit là, au-delà de la lecture. Quand ils te rencontrent en vrai, on devient pratiquement leur ami. Là. Il y en a qui m'écrivent, qui m'envoient toutes sortes de choses. C'est vraiment ça, comme auteur jeunesse, je trouve qu'on est très privilégié par rapport aux auteurs adultes. Ça doit exister aussi, mais Oui, pas oui, de la oui. même façon. OK. On a un contact direct avec nos lecteurs, un contact régulier. Moi, je fais plusieurs rencontres dans l'année, donc je suis régulièrement en contact avec eux. Je n'ai pas l'impression que mon métier, c'est seulement d'être toute seule devant l'ordinateur puis d'écrire. Il y a quelque chose de très humain. J'ai l'impression que je peux faire une petite différence. C'est précieux pour moi. Les romans pour ados, par exemple, j'ai parlé d'intimidation, je parle de taxage, j'ai parlé de plein de OK. sujets un peu sensibles. J'arrive dans les écoles, les jeunes viennent me parler, il y en a qui vont me confier des choses. C'est vraiment, je me dis, ils ont une grande confiance en moi pour venir me raconter Oui, ça, oui, tu oui. sais, alors qu'ils ne me connaissent pas. Ils ont dû sentir dans les livres que je pouvais recevoir ça. Et ça, vraiment, c'est précieux, là, pour moi, sentir que je peux être utile à ma façon, que je peux faire une petite différence dans la vie de ces jeunes-là. Je sais la différence que les livres ont fait dans ma vie quand moi Oui, j'étais oui, oui. petite, donc j'ai envie de reproduire ça aussi. Donc, ça vous permet de suivre l'actualité, on peut dire, comme vous dites tantôt, vous parlez de taxage, d'intimidation, etc. Donc, vous suivez les sujets qui sont les plus couramment parlés. Ouais. Donc, ça vous inspire aussi d'aller chercher des thèmes d'actualité? Oui, je fais attention quand même. Je vais m'inspirer de l'actualité, c'est sûr, mais je fais attention pour que ce soit assez, je dirais presque intemporel. Tu sais, mes personnages vont pas utiliser des expressions que les jeunes utilisent OK. aujourd'hui. Puis, je pense à un de mes premiers romans pour ados que j'ai publié, c'est À fleur de peau, qui est paru en 2001, qui est encore à l'étude dans plein d'écoles. Puis quand j'y vais, puis que je fais constater aux jeunes, ça fait 20 ans que je l'ai écrit presque ce roman-là, ils font « Ah, ben voyons, j'aurais pas cru. » C'est le plus beau compliment qu'ils peuvent faire parce que je me dis, donc c'était pas, tu sais, là, c'est pas un roman qui est d'actualité pendant 2 ans, là. C'est un roman qui est encore lu 20 ans OK. après. Les jeunes sont encore touchés, se sentent interpellés. Il y a des thèmes qui sont assez universels, hein. L'adolescence, c'est Oui, une oui. grosse période d'émotions. Les montagnes russes, ça va bien, ça va bien, ça va mal, ça va Donc, ça mal. permet de Oui. courir dans le temps, là, Tout à ce à moment-là. fait. J'ai OK. l'impression que, bon, oui, l'intimidation puis tout ça, évidemment, on en entend beaucoup parler, mais ça existait déjà il y a 20 ans. OK. Malheureusement, c'est des sujets qui sont plus peut-être au goût du jour, on en parle davantage, mais ça existait aussi. Fait que j'essaye de ne pas me cantonner à des sujets seulement actuels pour 1 an ou 2, mais de couvrir vraiment large pour que les jeunes qui vont tomber sur un de mes romans dans 5 ans, dans 10 ans, aient le même plaisir de lecture qu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu des gens, de jeunes personnes que vous avez rencontrées, vous avez été une source d'inspiration pour ces gens-là, pour qu'ils deviennent eux-mêmes auteurs? Est-ce que c'est arrivé à date? Je OK. pense pas. Il y en a beaucoup qui viennent me voir dans le salon qui me disent Hey, depuis que je t'ai rencontré à l'école, je traîne toujours un carnet avec moi, j'ai écrit, j'espère que OK. je vais publier. OK. J'ai été aussi mentor pour des auteurs dans le cadre de Première Ovation. OK. J'ai été 2 fois mentor, c'est super, c'est une belle expérience, c'est très agréable. Les 2 auteurs que je coachais ont été publiés, c'est une belle fierté. J'ai rencontré des jeunes qui étudient en littérature aujourd'hui qui m'ont dit ben, c'est quand je t'ai rencontré à OK. l'école, ça m'a donné le goût. Donc, on sent qu'il y a quand même un impact là, OK. ouais, Parfait. aux rencontres d'auteurs. Et vous-même, quels sont les auteurs qui vous ont inspiré pour écrire? Moi, quand j'étais jeune, les rencontres d'auteurs, hein, ça n'existait pas vraiment. OK. C'était pas comme aujourd'hui. OK. On lisait un livre, on remarquait le nom de l'auteur, mais d'abord, il n'y avait pas de réseaux sociaux pour lui écrire. Il n'y avait pas cette habitude-là que les gens viennent. Il y avait la littérature jeunesse commençait au Québec. Là, on OK. commençait à avoir notre littérature avec la courte échelle qui s'installait, puis tout ça. Aujourd'hui, c'est merveilleux, là. Les jeunes lisent beaucoup d'auteurs québécois, sont sensibilisés par les enseignants, arrivent dans les classes, ils savent c'est quoi un éditeur, un auteur, un illustrateur, sont beaucoup plus familiers de cet univers-là qu'on l'était. Donc, il n'y a pas eu d'auteur directement là, en personne, mais je lisais beaucoup, je lisais tout le temps. Et la série peut-être qui m'a poussée à écrire, quand j'étais jeune, c'est la série Alice de Caroline Quinn. OK. C'était une série, c'était une détective.
Moi, j'aime ça, les suspens, le mystère, OK. tout ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Dans tous mes livres, même quand c'est des livres plus humoristiques, il y a toujours un petit mystère en arrière, toujours un petit... j'essaye de faire en sorte que tu arrives à la fin du chapitre puis tu as juste le goût de continuer. Tu sais, tu OK. veux pas Je arrêter, tu veux comprends. pas poser ton livre. Donc, c'est venu sûrement beaucoup par les lectures. Mais après, là, ça a été Agatha Christie. Après ça, Le Seigneur des Anneaux, une découverte à l'adolescence, un vrai coup de foudre. Donc, après ça, tu sais, j'ai élargi un petit peu. Mais vraiment, là, en jeunesse, les premiers titres marquants, c'était la série Alice dans la Bibliothèque verte. Est-ce que d'habiter sur la côte de Beaupré, voir la côte, voir l'île d'Orléans, tout ce secteur-là, est-ce que ça vous amène de l'inspiration aussi? Est-ce que ça a amené des sujets dans vos romans? Ben, c'est très inspirant, hein, la côte de Beaupré, puis l'île d'Orléans comme lieu. C'est un lieu de légende, hein. Il y a beaucoup de légendes qui se passent ici. Chaque fois que je passais devant la chute, je me disais: «Il faudrait bien que je raconte la Dame Blanche, ça n'a pas de bon sens». Je la racontais à mes filles. Finalement, j'ai fait le roman sur la Dame Blanche. Mais effectivement, c'est très, c'est beau d'abord, c'est riche culturellement et point de vue patrimoine. Donc oui, ça m'inspire. Je ne sais pas si peut-être que j'aurais écrit quand même ces histoires-là, mais disons que j'ai l'impression, quand je raconte la légende de la Dame Blanche aux jeunes, j'ai l'impression que je leur parle de ma voisine. Tu sais, que c'est vraiment quelqu'un qui est près de moi, que j'ai un sentiment d'appartenance. J'habite sur la côte de Beaupré depuis 16 ans maintenant. Donc oui, ça a sûrement influencé mon travail. Entre autres, ça l'influence beaucoup parce que moi, quand j'écris, je vais écrire quelques heures, mais j'ai besoin de faire des pauses. Je vais écrire 1, 2 ou 3 heures, je vais aller faire du vélo si c'est l'été, du ski de fond si c'est l'hiver, je vais aller courir. J'ai besoin là, d'aller prendre l'air, puis c'est merveilleux. Là, je pars sur l'avenue Royale, je pars faire du ski au golf à Bois-Châtel. On est dans un milieu qui se prête bien à ça, donc c'est très facile de me dire, j'écris 1, 2, 3 heures, je prends une petite pause dehors, je reviens. Pour moi, ça, je trouve que c'est riche aussi là, pour la création. Il n'y a pas seulement que la côte de Beaupré qui inspire Madame la Tulipe. Il y a les voyages également. C'est vrai, j'aime beaucoup voyager. Il n'y a pas vraiment d'histoire que j'écrite qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, mais ça m'inspire beaucoup dans le sens où, dans presque chacun des livres que j'écris, il y a quelque chose de vrai, quelque chose qui m'arrive, une anecdote qui est arrivée, quelqu'un de mystérieux que j'ai vu. Et ça, ben, ça n'arrive pas quand je suis toute seule chez moi dans mon bureau, hein. Il faut que je sois un peu déstabilisée, il faut que je vois des choses un peu intrigantes autour. Et quoi de mieux qu'un voyage pour ça? Donc, j'ai eu la chance d'aller au Portugal, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Tunisie. En tout cas, je me suis promenée pas mal. Et chaque fois, je reviens avec des images en tête, des ambiances qui ne deviendront pas nécessairement une scène de roman, mais qui vont m'habiter, qui vont apporter quelque chose, qui vont colorer un petit peu certains des récits, même si le roman ne se passe pas spécialement là, dans un autre pays. Le défi pour un auteur, vous allez pouvoir me le dire, est-ce que c'est de se renouveler? Est-ce que ça, c'est la grosse partie? Parlez-nous un peu de ça, voir. Oui. En fait, les deux grands défis pour un auteur, c'est de se renouveler et de raconter une bonne histoire. Ça a l'air banal à dire, mais peu importe OK. le sujet dont tu parles. Tu sais, si je me disais, ah, moi, je vais parler de sujets sensibles, là, je vais parler justement, tantôt, j'évoquais l'intimidation. Si mon histoire n'est pas bonne, je passe à côté parce que les jeunes n'auront pas d'intérêt. Même si c'est souligné au fluo, il ne faut pas faire ça, puis tout ça. Je pense que le premier souci que j'ai toujours en tête quand je commence un récit, c'est est-ce que mon histoire est bonne? Est-ce qu'on a envie de continuer? Si oui, là, je peux passer mes messages à travers ça. Mais ça doit être ma priorité. C'est vraiment la première chose. Deuxièmement, bien, se renouveler, je vous l'ai dit, j'ai fait autour de 80 romans. Si je raconte 80 fois la même histoire, je vais perdre des lecteurs en cours de route. Donc, effectivement, c'est important de pas s'asseoir sur ce qu'on connaît bien, de ne pas rester seulement dans des univers familiers. C'est pour ça que j'ai des séries auxquelles je vais mettre un terme à un moment donné, même si ça marche OK. bien, même si j'ai du plaisir. Je viens d'arrêter la série Marie-P, c'était le 15e. J'ai du fun à le faire, les jeunes aiment ça, ça suit encore, mais je ne peux pas en faire 35. Là. À un moment donné, il faut que je passe à autre chose. Et un des trucs que j'ai trouvé dans les dernières années, j'ai fait beaucoup de travail de collaboration, ce que je n'avais jamais fait avant. Ça faisait une vingtaine d'années que je faisais le métier, puis tout ça, là, on se dit, bon, mais qu'est-ce que je ferais bien différent? Et avec 3 amis auteurs, François Gravel, Alain M. Bergeron, puis Joanne Mercier, on a créé la bande des 4. Donc, on écrit, OK. chacun chez nous à distance, on invente les romans. Ça donnait 5 romans. Et ça vous allume beaucoup? Vraiment, ça c'est incroyable. Puis entre autres, pendant la pandémie, être toute seule dans le bureau puis c'est vrai. écrire, des fois, c'est un peu dur de se motiver, tu sais, dans le contexte. Tandis que là, si tu sais que les 3 autres attendent après toi pour continuer l'histoire, oh, ça motive, hein, t'as pas le choix de te mettre un peu au travail. Donc, des projets comme ça, là, je viens d'en sortir un toute seule avec François Gravel aussi dans la collection Noire à la courte échelle. On l'a écrit à 2 aussi. Le fait
fait de travailler avec d'autres personnes, ça amène des contraintes, parce que des fois, le récit s'en va pas où moi je l'ai envoyé, mais ça amène tellement de plaisir, c'est complètement autre chose. J'ai vécu aussi de quoi d'un peu particulier avec Keto, la compagnie Keto, qui m'envoyait le dessin qu'il y avait. Ils font des sacs, des boîtes à lunch, des étuis à crayon. Ils m'envoyaient carrément le personnage qui était sur le sac et je devais inventer une histoire à partir de l'illustration. D'habitude, je fais jamais ça. J'écris mon histoire, quelqu'un va faire les dessins après. Okay. Pour Keto, c'était vraiment particulier. Je recevais un dessin, c'était la couverture du roman, puis j'inventais une histoire. Donc ça aussi, ça fait travailler l'imaginaire complètement différemment. J'aime ça, ce côté-là, là, d'arriver avec des nouvelles façons de faire, de se mettre presque un peu en danger par rapport à ce qu'on connaît bien. Moi, j'ai écrit beaucoup pour les ados. Dans les dernières années, j'ai fait plusieurs albums pour les tout-petits. Puis ça aussi, c'était d'aller vers quelque chose de moins familier. J'aime beaucoup laisser de la place aux illustrations, voir ce que l'illustrateur va faire avec mes mots. Donc ça, c'est des défis que je me lance pour pas avoir l'impression de faire toujours la même chose. Là. J'aime ça, avoir l'impression justement que je me renouvelle. Vous avez dit justement, pour avoir à vous renouveler, vous devez terminer certaines séries. Est-ce que pour vous, c'est comme un petit deuil de terminer une série? Comment vous vivez ça? Je dirais que c'est plus comme une porte qui se ferme pour en ouvrir une autre. Ben c'est bien. Chaque fois que j'ai fermé, que j'ai fini une série, il y en a toujours une nouvelle qui arrive, il y a toujours un nouveau personnage parce que c'est assez prenant. Quand, par exemple, j'ai 3 ou 4 séries en même temps en cours, ben là, chaque fois que j'ai une idée, je vais la caser. Ah, ben ça, Julie pourrait faire ça, Lauriane pourrait faire ça. Donc, j'essaye pas trop de créer des nouveaux personnages. Je vais plutôt essayer de caser ça dans des séries qui existent. Tandis que quand une des séries est finie, là, j'ai de la place pour des nouveaux personnages, pour un nouvel univers. Donc, presque systématiquement, il y a des nouvelles séries qui vont naître quand j'en termine. Puis c'est correct, c'est bien. Je trouve que c'est stimulant aussi de passer à d'autres voix, à d'autres personnages. Vous avez eu plusieurs distinctions, plusieurs honneurs, des nominations. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a fait le plus plaisir ou c'est difficile à vraiment quantifier? Honnêtement, chaque prix, chaque nomination, ça fait toujours plaisir parce que ça reste quand même un métier assez solitaire. Tu sais, c'est pas... oui, je vais dans les écoles puis tout ça, mais l'essentiel de mon travail, c'est d'être toute seule puis d'écrire. Donc, chaque fois, c'est comme une belle tape sur l'épaule. C'est de me faire dire, ben continue. Surtout qu'en littérature jeunesse, on n'est pas nécessairement très médiatisé. C'est pas comme les auteurs adultes, c'est pas comme être chanteur. On nous verra pas toutes les semaines à télé, ce qui est très bien. C'est pas mon métier non plus. Mais je trouve que c'est des beaux encouragements. On se rend compte que ça a une importance pour des personnes qui vont... tu sais, c'est une reconnaissance chaque fois qui donne le goût de continuer. Mais honnêtement, juste chaque visite dans les écoles, un enfant vient me voir et me dit « Hey, moi, je ne lisais pas avant, tu m'as donné le goût de lire. » Pour moi, c'est aussi précieux qu'une nomination parce que ce que j'ai envie de faire, c'est ça, c'est de donner le goût de lire, que ce soit mes livres ou ceux des autres. Là, quand je vais rencontrer des élèves, je vais parler souvent de livres d'autres auteurs aussi. « Ah, tu devrais lire ça si tu as aimé ça. » Puis moi, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de propager le goût de la lecture, le goût de l'écriture. Mais c'est sûr que chaque nomination est appréciée aussi. On a parlé beaucoup, puis on le sent avec vous, cet amour d'écrire. Mais est-ce qu'il y a des côtés, des fois, un peu difficiles d'être auteur, d'être écrivain? Est-ce que vous avez des fois des moments un peu plus difficiles? Le côté que je trouve le plus difficile, parce que je ne suis pas quelqu'un de très discipliné, c'est les délais. Tu sais, de devoir remettre tel texte à telle date parce que là, ça fait 1 an que l'autre est sorti puis qu'il faut écrire la suite puis tout ça. Ça, c'est le côté avec lequel j'ai un petit peu plus de mal parce que des fois, j'aurais une idée pour écrire complètement autre chose, mais je ne peux pas l'écrire là parce que la suite est attendue puis je me suis engagée auprès d'un éditeur. Donc, ce côté-là un peu plus... rigide. Tu sais, quand tu commences à écrire, tu y vas vraiment par passion, tu écris seulement les idées qui te viennent, il n'y a pas de calendrier à respecter. Là, j'ai un calendrier, mais en même temps, ça vient avec n'importe quel travail. Hein? J'ai des délais à respecter. J'adore ça quand même, puis écrire, j'ai jamais assez de temps pour écrire. Tu sais, je me dis jamais, faudrait que j'écrive. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Mais c'est peut-être le côté qui me donne un petit peu plus de mal. Puis évidemment, bien, côté point de vue pratique, c'est sûr que c'est un métier, c'est difficile d'en vivre. J'ai beaucoup de chance, j'en vis depuis une vingtaine d'années. J'ai beaucoup d'amis qui ont un autre travail, qui n'arrivent pas à vivre de l'écriture. C'est encore un peu difficile de réussir à vivre de ça. Moi, je m'en tire bien pour l'instant, mais on sait que c'est toujours un peu fragile. Tu sais, si j'arrête de faire des rencontres dans les écoles, si les livres que je fais intéressent moins, s'il y a beaucoup de si dans l'air. Mais pour l'instant, je me dis, ben écoute, j'ai la chance de faire un métier que j'adore.
ça fonctionne bien, on continue, puis on essaye de pas trop s'en faire avec ça. Mais des épisodes comme on a vécu au printemps, mais c'est sûr que ça nous ramène à ça. Quand toutes les rencontres scolaires sont annulées, tu te dis, oh, c'est quoi mon travail? Est-ce que c'est juste écrire? Est-ce que c'est aussi le lien avec le lecteur? Ça amène des questionnements intéressants. C'est sûr que ça a dû peut-être vous arriver d'avoir le syndrome de la page blanche. De quelle manière, à ce moment-là, vous réussissez à vous ramener à préparer une nouvelle histoire, Oui. un nouveau thème? Pour l'instant, j'ai été assez épargnée par le syndrome de la page blanche. Je suis assez chanceuse, mais il faut dire que j'ai développé beaucoup de trucs. Entre autres, je traîne toujours un carnet avec moi. Peu importe je suis où, j'ai toujours au moins un carnet, quand c'est pas 2 ou 3. Là, j'ai vraiment toujours des petits cahiers. Et dès que j'ai une idée, que je pense à quelque chose, il m'arrive quelque chose ou je vois une scène qui m'allume un peu, je vais la prendre en note. Donc, les journées où ça va moins bien, puis tout ça, je retourne lire ça, puis presque inévitablement, il y a quelque chose que je me dis, ah oui, mais ça serait vraiment bien. Donc, je pars beaucoup, je le disais, des choses que je vis. Et il y a le fait aussi, ça m'aide, le fait de ne pas être discipliné, parce qu'il y a des auteurs qui vont s'asseoir systématiquement devant l'ordinateur de 9 à midi puis qui se disent, moi, j'écris. Moi, je ne suis pas comme ça. Si je n'ai pas d'idée aujourd'hui, ça ne marche pas, j'écrirai pas. Je vais répondre aux courriers, je vais lire des épreuves, je vais faire autre chose, mais je ne vais pas m'obstiner à rester devant l'ordi parce que je sais très bien que ce que je vais écrire, je vais l'effacer demain parce que je ne serai pas contente. Donc, quand je me mets à l'écriture, c'est vraiment que je suis toute là. J'ai mes personnages dans la tête, je sais où je m'en vais, j'ai déjà des bonnes idées. Le fait de ne pas me forcer à écrire quand je n'ai pas la tête à ça, ça évite de me retrouver devant un moment où je fais « Oh mon Dieu, je devrais écrire puis j'ai rien qui vient ». Ça évite un petit peu ce syndrome-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochaines années? Est-ce que vous avez un souhait? Avez-vous un défi que vous désiriez relever dans les prochaines années? Je parlais tout à l'heure de faire une différence. Là. On peut me souhaiter de continuer à faire une différence dans la vie des jeunes, puis peut-être une différence accrue, sentir que je peux aider les jeunes. Donc, c'est sûr que mes projets vont vers ça. Je viens de publier un livre sur les troubles d'apprentissage. C'est l'Institut des troubles d'apprentissage qui m'a engagée pour ça. J'ai trouvé ça excellent de pouvoir écrire des portraits de personnes qui souffrent de TDA, TDAH, puis tout ça, des portraits inspirants pour dire aux jeunes, regarde, peu importe c'est quoi tes rêves, tu peux y arriver. Donc ça, c'est que je pense que de plus en plus, je vais aller vers des projets de ce genre-là qui me permettent d'avoir l'impression de jouer un petit rôle socialement. C'est quelque chose que j'ai à cœur, donc on pourrait me souhaiter du succès là-dedans. Comme vous avez pu le constater, ce qui fait la force de Madame Latulippe, c'est de demeurer constamment en contact avec son public cible, soit les jeunes et les adolescents. Si vous désirez en savoir un peu plus sur l'œuvre de Madame Latulippe, consultez son site Internet. J'espère que ça vous a plu et on se revoit très bientôt.